Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les troubles de l'adaptation. Donc, pour le plan de la présentation, nous allons commencer par la catégorie diagnostique, puis les critères diagnostiques, l'épidémiologie, les hypothèses diagnostiques, les manifestations cliniques et les traitements. Sur l'image à droite, on peut voir des mots qui représentent l'Adjustment Disorder, qui est les troubles de l'adaptation en anglais. Avant de commencer avec la catégorie diagnostique, nous avons pensé vous présenter un peu c'est quoi les troubles de l'adaptation. Tout d'abord, selon le manuel de référence du cours, ce trouble consiste en la mésadaptation à un ou plusieurs stresseurs psychosociaux de la vie. En fait, c'est une réaction inadaptée et excessive par rapport à ce qui est considéré comme une réaction normale prévisible. Ça traduit le débordement des capacités d'adaptation d'un individu et une surcharge dépassant les ressources biopsychosociales personnelles. Ça représente aussi l'échec des mécanismes d'adaptation psychobiologique d'un individu et les notions de troubles de l'adaptation font appel à celles d'un débordement des mécanismes de défense de la personne, un déséquilibre, stress ou épuisement de l'organisme. Cette psychopathologie figure parmi les diagnostics les plus fréquemment rencontrés en médecine de première ligne et dans la pratique psychiatrique générale. Si on va ensuite avec les appellations, donc tout d'abord, ce trouble s'est appelé une perturbation de la personnalité situationnelle transitoire dans le DSM-1. Par la suite, ce fut perturbation situationnelle transitoire dans le DSM-2 et dans la troisième et dernière appellation qu'on a gardée jusqu'à aujourd'hui, le trouble de l'adaptation. Poursuivons ensuite avec la catégorie diagnostique selon le DSM-5. Tout d'abord, le trouble de l'adaptation fait partie d'une catégorie subclinique ou subthreshold diagnosis. Il fait aussi partie de la nouvelle catégorie du DSM-5 appelée trouble lié à un trauma ou un stresseur. Si on le situait sur un continuum allant du comportement normal jusqu'aux troubles mentaux majeurs, cette psychopathologie se situerait entre les situations pouvant faire l'objet d'un examen clinique et les troubles non spécifiés. Poursuivons ensuite avec les critères diagnostiques. Pour les critères diagnostiques des troubles de l'adaptation, voici le tableau selon le DSM-5. Celui-ci est tiré du manuel de référence du cours à la page 482. Il y a 5 critères diagnostiques pour ce trouble. Tout d'abord, la survenue de symptômes émotionnels et ou comportementaux à réponse à un ou plusieurs facteurs de stress identifiables dans les 3 mois suivant l'exposition aux facteurs de stress. Le deuxième, ces symptômes ou comportements sont significatifs. 1. Par la détresse marquée hors de proportion par rapport à la gravité ou à l'intensité du facteur de stress, compte tenu du contexte externe et des facteurs culturels qui pourraient influencer la gravité des symptômes et la présentation. Ou une altération significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Le troisième, la perturbation causée par le facteur de stress ne répond pas aux critères d'un autre trouble mental et n'est pas une exacerbation d'un trouble mental précédent. Les symptômes ne sont pas ceux d'un deuil normal pour le quatrième et finalement le cinquième. Une fois que le facteur de stress ou ses conséquences sont terminées, les symptômes ne persistent pas au-delà d'une période additionnelle de 6 mois. Mentionnons aussi qu'il ne semble pas exister d'outils psychométriques spécifiques et validés pour les troubles de l'adaptation. Par la suite, il faut également spécifier le type de trouble de l'adaptation. Il y a tout d'abord avec humeur dépressive. Donc au premier plan, il y a une baisse de l'humeur, larmoiement ou sentiment de dépression. Avec anxiété ou nervosité, inquiétude, énervement ou anxiété de séparation sont au premier plan. Par la suite, il y a mixte avec anxiété et humeur dépressive, donc une combinaison de dépression et d'anxiété. Ensuite, avec perturbation des conduites, la perturbation des conduites est au premier plan. Avec perturbation mixte des émotions et des conduites, donc les symptômes émotionnels, par exemple la dépression, anxiété, et la perturbation des conduites sont au premier plan. Et finalement, non spécifiés pour les réactions inadaptées qui ne sont pas classables comme un des sous-types spécifiques du trouble de l'adaptation. Il existe également des techniques utilisées pour mesurer la réponse au stress dans son sens large, qu'on utilise surtout en recherche. Donc, il y a des échelles de stresseurs qui évaluent l'exposition des patients à des stresseurs, des échelles de corrélation cognitive-affective qui évaluent le statut cognitif-affectif des patients, des mesures physiologiques de la réponse au stress,
une évaluation des effets physiques du stress sur les organes cibles et ou la santé physique par l'examen physique standard et autres évaluations de certains systèmes, une évaluation des effets psychologiques du stress par des échelles auto-rapportées et une évaluation du coping. Parlons un peu du diagnostic différentiel. En effet, comme mentionné plus tôt, le trouble de l'adaptation est une réaction physiologique face à un ou des stresseurs. Donc, toutes les autres psychopathologies dans lesquelles un déclencheur comme celui-ci intervient doivent être considérées comme des diagnostics différentiels. Entre autres, le diagnostic du trouble de l'adaptation est à proscrire si la réaction psychologique est provoquée par l'effet d'une substance ou autre affectation médicale concomitante. Il y a aussi d'autres diagnostics différentiels à considérer comme le deuil compliqué, le trouble d'anxiété généralisée, un épisode dépressif majeur, etc. Passons maintenant à l'épidémiologie des troubles de l'adaptation. Comme le mentionne notre ouvrage de référence, peu de recherches en psychiatrie ont été réalisées et celles-ci datent malheureusement depuis déjà plusieurs années. Lorsque vous regardez la diapositive, les mots en rose pâle vous indiquent les différentes populations avec lesquelles les études épidémiologiques ont été réalisées. Toutefois, il est possible de constater que les estimations de la prévalence varient selon la population étudiée. De l'ensemble de ces études, il est tout de même possible de constater que les troubles de l'adaptation peuvent survenir à tout âge. Cependant, les adolescents et les individus de sexe féminin sont les plus souvent touchés par ce trouble. De plus, les femmes célibataires seraient également plus à risque. Habituellement, selon le DSM-5, les troubles de l'adaptation se résolvent dans les 6 mois suivant la disparition du stresseur ou de ses conséquences. À l'inverse, ces troubles peuvent persister si le stresseur revient de manière répétitive ou continue. Il peut également être un diagnostic de transition en évoluant vers un autre trouble psychiatrique plus sévère, tel que l'anxiété généralisée ou une dépression. Toutefois, le pronostic se voit plus favorable chez les adultes que chez les adolescents, étant donné que dans leur cas, les symptômes peuvent devenir plus chroniques. L'une des caractéristiques importantes des troubles de l'adaptation est la prévalence très élevée des gestes suicidaires. Effectivement, il y a davantage de tentatives de suicide chez les personnes avec des troubles de l'adaptation que celles avec un diagnostic de dépression majeure. Dans la bulle en bas à droite, vous trouverez les facteurs qui sont davantage associés à un trouble de l'adaptation comparativement aux autres troubles psychiatriques, tels qu'un jeune âge, une prépondérance de problèmes psychosociaux et environnementaux identifiables, des comportements suicidaires accrus, une histoire psychiatrique antérieure moins fréquente et une durée plus courte du traitement. Les adolescents représentent la clientèle qui est la plus à risque de poser un geste suicidaire. Le phénomène de contagion suicidaire est également très présent, c'est-à-dire l'association entre la présence d'idées ou même de tentatives de suicide chez l'individu suite à une exposition au suicide d'un collègue de classe. Certaines différences concernant le profil et les gestes suicidaires existent entre les personnes ayant un trouble de l'adaptation et ceux avec un diagnostic de dépression majeure. Effectivement, les individus avec des troubles de l'adaptation ont souvent vécu un manque affectif, une instabilité ou une absence parentale durant leur enfance. De plus, leurs gestes suicidaires sont souvent réalisés rapidement après le début du trouble, et ce de manière impulsive, non préméditée et fréquemment sous l'influence de l'alcool. Finalement, les 2 facteurs de risque les plus prédicteurs concernant les gestes suicidaires sont ceux d'une personnalité limite et antisociale. Nous vous laissons quelques exemples de pourcentages dans la bulle en haut à droite pour vous montrer l'ampleur que ce critère prend dans ce trouble.
Maintenant, nous allons aborder les différents types de traitements pour le trouble de l'adaptation. D'abord, ce qui est espéré des traitements est de préserver la capacité fonctionnelle et les relations significatives de la personne, mais ils vont aussi chercher à éviter la chronisation et l'aggravation des symptômes et empêcher l'évolution du trouble vers une condition plus grave, telle que la dépression majeure ou un trouble d'anxiété généralisée. Nous allons voir qu'il y a différents types de traitements et la décision d'intervention thérapeutique est prise essentiellement par le clinicien. Elle sera influencée par la nature et la gravité des symptômes et par les facteurs de risque associés. Ici, quand on parle de facteurs de risque associés, ça peut être des antécédents psychiatriques, une altération du fonctionnement ou une persistance des stresseurs. En général, un traitement bref est conseillé, mais dans certaines conditions, les interventions peuvent s'étaler sur une plus longue période de temps, par exemple lors de la chronisation des stresseurs ou la présence d'autres facteurs rendant la personne plus vulnérable au stress. Les différents types de traitements, comme on peut voir ici sur la diapositive, sont les traitements psychologiques, les traitements biologiques tels que la pharmacothérapie, les interventions sociales et on va aussi parler de la prévention. Donc, commençons par les traitements psychologiques. Les buts de ces traitements sont entre autres d'aider la personne à réduire ou éliminer l'agent stressant, d'améliorer les stratégies d'adaptation face à un stresseur qui ne peut être éliminé ou réduit en atténuant son impact, favoriser des comportements adaptés pour faire face à la situation problématique, et enfin, il est important d'établir un système de soutien social environnemental qui va être favorable pour permettre une meilleure adaptation. Les différentes approches selon notre livre de référence sont la psychothérapie selon une perspective cognitivo-comportementale, la thérapie d'acceptation et d'engagement, et il y a aussi d'autres interventions psychologiques qui peuvent être utiles. La démarche thérapeutique associée à la psychothérapie selon une perspective cognitivo-comportementale vise à améliorer les capacités de résolution de problèmes du patient lorsqu'il est en relation avec la difficulté auquel il est confronté. Cette démarche se déroule en 3 étapes successives, dont la première étape qui est la technique d'inoculation contre le stress élaborée par Meichenbaum, qui est une intervention de gestion du stress ayant une vision plus large que la psychothérapie. Les différentes étapes de cette technique sont décrites dans notre livre de référence à la page 485 si vous voulez en savoir davantage. Ensuite, la deuxième étape de la démarche est la restructuration cognitive et s'enchaîne la troisième étape qui est la mise en application des stratégies élaborées. D'autres thérapies à perspective cognitive ont été proposées selon notre livre de référence, telles que la thérapie relationnelle émotive de Ellis et la thérapie cognitive de Beck. Une seconde approche psychologique est la thérapie d'acceptation et d'engagement qui a été proposée par Hayes et ses collaborateurs. Elle vise à se concentrer sur les émotions et les pensées causant de la détresse, sur l'acceptation, la diffusion cognitive, à être présent, à être conscient des expériences sans y être attaché, la clarification des buts et des objectifs, et l'engagement dans un plan d'action. Puis, il y a aussi d'autres méthodes qui peuvent être utiles, dont la relaxation, la méditation, des exercices respiratoires tels que la respiration diaphragmatique, l'hypnose, le biofeedback et l'intervention de crise. Passons maintenant au traitement biologique. Nous allons au moins rentrer dans les détails ici car on retrouve très peu d'études contrôlées randomisées avec un nombre suffisant de sujets dans la littérature et celles présentes sont peu convaincantes. Ces traitements seront envisagés si les traitements psychologiques n'ont pas apporté l'effet souhaité. Ils sont utilisés, entre autres, pour réduire les symptômes spécifiques tels que l'insomnie, l'anxiété ou les attaques de panique. Ils peuvent être nécessaires en plus de la psychothérapie lorsqu'un patient est plus symptomatique afin d'éviter que son trouble se développe en conditions plus graves comme la dépression majeure et les troubles d'anxiété généralisés. Les principaux agents pharmacologiques utilisés sont les benzodiazépines et plus fréquemment les antidépresseurs. D'autres agents pharmacologiques sont utilisés tels que les ISRS et la buspirone. Maintenant, les interventions sociales, elles, vont chercher à préserver les relations significatives pour le patient avec les membres de sa famille, ses amis et ses proches. Elles constatent que pour briser l'isolement et inciter le patient à participer à des activités sociales, la personne doit faire partie d'un groupe de soutien. On vise aussi à ce que les gens aient une meilleure capacité à aller chercher de l'aide et des ressources au lieu de s'isoler et de vivre sa souffrance seule. Puis, les interventions sociales accordent de l'importance à l'affirmation de soi afin que la personne soit capable d'expliciter ses limites pour éviter les situations de surmenage. Au niveau de la prévention, on inclut tous les moyens pouvant aider à diminuer le stress ou à le prévenir. Les interventions peuvent être faites à la petite enfance, surtout chez les enfants ayant perdu une figure d'attachement, par exemple suite au décès d'un parent. La prévention se fait tout au long du développement et je crois qu'on en est encore plus conscient en ce moment avec la situation qu'on vit actuellement parce que notre santé mentale peut être plus précaire qu'à l'habitude. Donc la prévention des troubles de santé mentale, tels que le trouble de l'adaptation, devrait selon nous être mis à l'avant-plan. La prévention vise à promouvoir les saines habitudes de vie, par exemple avoir une alimentation saine, faire de l'activité physique et participer à des activités sociales.
Aussi, pour assurer un bon fonctionnement quotidien de la personne, la pratique de gestion du stress est de mise pour contrôler son niveau de stress et particulièrement le stress chronique. On retrouve parmi les différentes techniques de gestion du stress la pleine conscience, la méditation, le yoga, la résolution de problèmes et la gestion d'horaires. La littérature présente très peu d'études claires, concluantes et récentes sur les principes d'intervention chez une clientèle adulte présentant un trouble de l'adaptation. Les multiples articles que nous avons consultés arrivaient tous à la même conclusion, soit que le développement de la recherche au sujet des traitements pour ce trouble ferait une différence considérable pour les patients qui en sont atteints. D'abord, nous avons consulté une revue systématique de O'Donnell et ses collaborateurs publiée en 2018, présentant l'efficience de différents types de traitements pour cette clientèle, et ils ont conclu malheureusement que l'efficience de ceux-ci variait de faible à très faible. Ensuite, nous nous sommes arrêtés sur un article scientifique de Demart et Baumeister, qui est Psychotherapy of Adjustment Disorders, Current State and Future Directions, publié en septembre 2018, car il proposait un principe d'intervention par étapes selon la gravité du trouble chez le patient. Cette approche a été proposée par Power et Gilbody en 2005 et elle propose 4 étapes, ou en fait des steps, qui est le terme utilisé en anglais. Nous trouvions intéressant que le but soit de permettre au patient de recevoir le soutien adéquat et qui serait le moins restrictif possible pour lui. Donc, nous voyons sur la diapositive les 4 steps proposés. Le premier est le Watchful Waiting, qui réfère à de la supervision et les conseils de différents professionnels. Le deuxième est l'intervention psychologique à faible intensité, où on commence à intégrer la thérapie cognitivo-comportementale avec la bibliothérapie, par exemple. Le step 3 est la psychothérapie et ou pharmacothérapie à plus grande intensité que le step 2, où on aborde aussi l'approche cognitivo-comportementale, mais aussi les thérapies psychodynamiques. Finalement, le step 4, qui est la psychothérapie et ou pharmacothérapie, mais ici en intervention de crise, ce sont plus des cas qu'on va retrouver dans les hôpitaux psychiatriques. On comprend donc que plus la personne est symptomatique et que sa condition est sévère, plus elle devrait recevoir un traitement de step 4. Mais encore une fois, cet article ne fait pas exception. D'autres recherches doivent être faites pour avoir des résultats plus concluants sur les traitements qui pourraient être efficients pour cette clientèle. Pour conclure sur les troubles de l'adaptation, il existe encore certaines imprécisions sur cette psychopathologie. Dans le DSM-5, il y a une imprécision de cette catégorie quant aux critères censés la définir. Certains trouvent que c'est une catégorie fourre-tout, mais d'autres voient ça comme une catégorie dont le qualitatif est moins stigmatisant. Cette psychopathologie est encore souvent retenue comme un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire qu'il faut préalablement considérer l'existence d'un trouble mental avant de le retenir. C'est également une psychopathologie d'actualité étant donné la précarité de la santé mentale des gens face à la situation de la pandémie de la COVID-19. Une chose est certaine, les recherches doivent continuer en lien avec cette psychopathologie puisqu'il reste encore des pièces manquantes pour bien la comprendre. Pour plus d'informations sur ce trouble, nous avons inséré à votre disposition dans les références un bref vidéo qui explique et résume très bien cette psychopathologie. Nous l'avons trouvé bien pertinent. Merci de nous avoir écoutés.